Pas de Threads demain en Europe. Plus de jus sur la gamme 15. Ultra micro LED, il va falloir attendre. Le portage de jeux PC dépote. Firefox 116, Catalina ou plus récent, obligatoire. Mercredi 5 juillet 2023. François Le Truellic, Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 431. Bonjour à tous. Threads ne sortira demain ni en Europe ni en Irlande à cause, ou plutôt grâce à la réglementation européenne. Le concurrent de Twitter signé Meta est en effet présenté comme un aspirateur à données personnelles qu'il récupère via Instagram. Santé, localisation, historique de recherche, informations financières, achats, contacts et j'en passe. La sortie de Threads demain ne concerne donc que les États-Unis et le Royaume-Uni. Aux US, un écran informera les utilisateurs, mais beaucoup approuveront sans doute sans rien lire. En Europe, le lancement n'est pas impossible pour autant. En revanche, Meta n'est pas prêt, ne s'étant pas encore adapté, François. Oui, alors j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière dans la quotidienne quand on a parlé de l'App Store by Facebook. On sent vraiment qu'en ce moment, Meta fait feu de tout bois, essaye d'occuper le terrain et de sortir plein de trucs pour remonter la pente, on va le dire comme ça. C'est là où on se rend compte de la chance qu'on a d'habiter en Europe. Parce que c'est vrai, quand tu lis ça, tu te dis, ok, bon, en même temps, ces données-là, tu les as données à Instagram, donc au final, est-ce que ça change quelque chose? Tu les as données à Instagram, tu les donnes à ce nouveau Twitter by Meta. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose surtout la question, une fois de plus, de ces données personnelles. Moi, c'est vrai que depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, j'ai tendance à passer beaucoup moins de temps sur Twitter. Je pense que tu as dû le voir, Benjamin, je retweete beaucoup moins. Moi, c'est vrai qu'en moyenne, je passais quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure par jour sur Twitter, parce que je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et depuis qu'on m'a enlevé mes moteurs tierces comme Tweetbot que j'utilisais, etc., je l'ai complètement délaissé. J'ai essayé de me faire un Mastodon, mais j'ai pas réussi non plus. Je sais pas si je vais me mettre à la version de Meta. En fait, je me suis rendu compte que finalement, il y avait moyen de trouver des informations ailleurs. Et c'est ce qui m'a fait aussi délaisser sans doute un peu Twitter. Maintenant, je pense que Meta va faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver en Europe, parce que l'Europe, c'est quand même un bon gros marché, avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Mais on peut remercier l'Europe quand même de nous protéger, protéger nos données. Ça fait un peu, comment dire, c'est pas très courant aujourd'hui de le dire. On entend surtout les gens râler après l'Europe, mais il faut admettre que de temps en temps, l'Europe, même souvent d'ailleurs, ça apporte pas mal de choses positives, et je pense que ça aussi, l'Europe protège nos données, je trouve ça très positif. Vers des batteries plus grosses, plus puissantes sur la gamme iPhone 15, peut-être la plus forte augmentation depuis des années, sauf bizarrement sur le Pro Max qui en bénéficierait moins, c'est ce que croit savoir à 80% une source anonyme chez Foxconn citée par IT Home. L'augmentation en mAh irait de 12,24% sur l'iPhone 15 Pro Max à 18,24% sur l'iPhone 15, avec une bizarrerie. L'iPhone 15 Plus se retrouverait avec une batterie légèrement plus puissante que le 15 Pro, mais en fait ce ne serait pas la première fois. Le modèle Pro est légèrement désavantagé également depuis les gammes 11, 13 et 14. Il n'y a que l'iPhone 12 Pro qui était à parité avec le reste de la gamme plus grand public. Ouais, c'est la batterie, je sais pas pour toi, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était quand même un gros sujet sur les iPhones. Les gens étaient toujours là à dire la batterie de l'iPhone, elle est pourrie. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est vrai que j'entends beaucoup moins. Alors peut-être que les gens aussi sont habitués à avoir des batteries qui fondent comme neige au soleil. Moi, je trouve ça toujours intéressant, hein. Plus on a de batterie, mieux c'est. Moi, c'est une des choses que j'apprécie le plus avec l'Apple Watch Ultra, c'est que la batterie est beaucoup plus grosse. Ça m'arrive souvent de finir la journée avec entre 55 et 60%, donc c'est appréciable. Moi, il y a un élément que les gens ont souvent tendance à oublier. Il y a un paramètre qui joue beaucoup sur l'autonomie, c'est le réseau que vous allez utiliser. Et là, je vais vous raconter l'anecdote que je racontais à Benji tout à l'heure. Moi, je suis chez Bouygues depuis quelques mois, et là, j'arrête d'être chez Bouygues parce que là où je travaille une semaine sur deux, le réseau Bouygues est particulièrement pourri. Et ce qui fait qu'en fait, avec mon iPhone 13 mini, je finis jamais la journée à 100%. C'est-à-dire que dans la journée, je suis systématiquement, quand je suis à la fac, obligé de recharger mon téléphone parce que le fait qu'il n'y ait pas de réseau, en fait, ça bouffe la batterie énormément. Donc, faut pas oublier ce paramètre-là. Le réseau que vous allez utiliser, si vous passez votre temps à chercher de la connexion, et du coup, votre batterie va jouer. Donc avoir une grosse batterie, c'est bien. Ça peut aussi vous éviter d'avoir chargé votre téléphone régulièrement si vous avez ce problème-là. Mais malgré tout, voilà, une plus grosse batterie, c'est toujours mieux. Après, c'est vrai que souvent les modèles les plus grands, donc que ce soit le Pro Max ou le Plus,
ont des batteries de base plus grandes, donc le fait que la batterie soit pas beaucoup plus grande sur les nouveaux modèles, c'est pas trop dérangeant dans la mesure où ce sont déjà des chameaux et que les batteries durent très très longtemps. Vous rêvez d'un écran micro-LED sur l'Apple Watch Ultra, peut-être c'est ton cas François. Après tout, pourquoi pas? L'acquisition par Apple de LuxView, qui est spécialiste du micro-LED, remonte à presque 10 ans maintenant. Et donc sur l'Ultra, c'est prévu, mais il va falloir attendre 3 ans, alors qu'en mars, DigiTimes l'évoquait pour l'année prochaine. En fait, le micro-LED sur l'Apple Watch Ultra, ce serait plutôt donc pour 2026. Oui, je te vois faire une tête un peu dépitée. Moi, personnellement, ça va pas me manquer. Je pense que mon Apple Watch Ultra, je vais la garder 2-3 ans minimum, donc ça tomberait bien. On va tomber à peu près sur 2026, qui est plutôt pas mal. Non, tu vois, autant sur des iPhones ou sur des grands écrans, je dis pas. Là, sur l'Apple Watch Ultra, l'écran est quand même pas très grand. Moi, je le trouve très lumineux. J'ai jamais de soucis de luminosité, même au soleil. Je trouve que la qualité est top, l'écran est grand, etc. C'est pas pour moi, c'est pas un gros défaut, une tare. Maintenant, voilà, on passera un jour au micro LED, c'est évident. Maintenant que ce soit pour 2025 ou 2026, on verra. Il y aura peut-être d'autres nouveautés avant. Je sais pas trop quoi, à vrai dire. Peut-être la glycémie, peut-être pas mal de petites choses dont on entend parler assez régulièrement. Mais je pense que déjà, vu la taille de l'écran et vu la qualité de l'écran, c'est pas de ce côté-là qu'il y a des évolutions à attendre. À mon avis, il y aura autre chose avant. Et puis tu sais, 2026, c'est demain. La première mise à jour de l'outil de portage de jeux vidéo PC sur Mac présenté il y a un mois à la WWDC, un portage quasiment sans effort que vous pouvez déjà essayer si vous êtes un peu à l'aise avec le terminal. L'outil qui repose sur la plateforme open source Wine traduit par exemple en temps réel les instructions DirectX 12 de Microsoft vers Metal 3 d'Apple. La mise à jour 1.0.2 de cette version bêta augmente déjà significativement les FPS, comme on dit, ces images par seconde si importantes, par exemple avec Elden Ring ou Cyberpunk. En revanche, les processeurs ultra sont encore mal gérés. Ils s'avèrent moins rapides que les puces moins puissantes, mais ça va s'arranger. François, c'est aussi l'intérêt d'être en bêta pour les outils comme ce Game Porting Tool. Oui, c'est en lisant la news que je me suis rappelé de cet élément-là, parce que c'est vrai que lors de la keynote, c'est pas l'élément qui m'avait le plus intéressé, tout bêtement parce que je suis pas un gros joueur, donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est un des gros défauts qui est pointé régulièrement pour le Mac, c'est le côté, il y a pas beaucoup de jeux sur Mac, etc. Même si c'est pas complètement vrai. Maintenant, ça paraît intéressant parce que ça montre qu'Apple a vraiment entendu la chose et se rend compte que il y a peut-être des petits créneaux d'évolution à avoir de ce côté-là. Et puis c'est aussi un moyen peut-être de capter plus de personnes. Souvent, on voit des gens qui travaillent dans le créatif, qui ont un Mac pour la partie créatif et qui ont un PC à côté pour la partie jeux vidéo. Et c'est vrai, quand on voit la puissance aujourd'hui des Mac Apple Silicon, c'était possible, et le fait qu'Apple propose cet outil-là, c'est intéressant. Et les proposer en bêta aussi, et ça sous-entend qu'en fait, à la sortie de Sonoma au mois de novembre, allez, on va imaginer que ce soit le mois de novembre, Apple sera en capacité de proposer, de montrer des jeux qui fonctionnent, d'où l'intérêt des bêtas. C'est pas pour rien que les bêtas développeurs et les bêtas publics sont proposés, c'est que ça va permettre à tout le monde de s'entraîner aussi, de pouvoir voir les bugs, et aussi de ce côté-là, du côté des jeux, de pouvoir proposer un catalogue de jeux qui soit déjà assez important, et ça permettra à Apple de communiquer, de dire « Waouh, regardez, c'est magnifique, vous pouvez jouer sur Mac maintenant ». Et puis, si vous utilisez Firefox, la fondation Mozilla annonce la fin du support de Firefox sous macOS Mojave et les versions précédentes, au-delà de la version 115 actuelle, sachant que la 116 est annoncée pour le mois prochain. Il faudra donc tourner sous Catalina ou plus récent pour pouvoir l'utiliser. Quant aux mises à jour de sécurité, elles seront encore proposées pendant 1 an, histoire de vous laisser le temps de migrer sereinement vers un OS plus récent. Et donc, François, Firefox, fidèle à sa tradition de prendre en compte activement les 3 versions les plus récentes de macOS. Oui, c'est vrai que c'est une habitude. Alors on le rappelle, macOS Catalina est sorti officiellement le 7 octobre 2019, donc ça va déjà faire ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. Donc c'est intéressant. Maintenant, il faut pas oublier qu'il y a pas mal de gens qui font pas les mises à jour de leur Mac. On rappelle que c'est important de bien faire les mises à jour régulièrement, et le fait que ces applications comme Firefox soient plus compatibles avec des versions plus anciennes, ça veut dire que potentiellement, s'il y a des failles de sécurité qui sont découvertes, si vous restez par exemple avec un Mojave, ça veut dire que vous aurez un Firefox, je mets des guillemets, périmé, sur lequel il n'y aura pas de mise à jour de correction de sécurité, et potentiellement à un moment ou à un autre ça pourrait poser problème, et ça pourrait, vous pourriez vous faire pirater votre ordi ou autre, sans faire dans le dramatisme directement, mais il faut bien faire attention à ça. Donc on vous incitera toujours à faire des mises à jour, les mises à jour de sécurité
évidemment. Et les mises à jour majeures, quand vous pouvez le faire, faites-le. Honnêtement, il y a quelques années, on déconseillait de les faire sur certaines vieilles machines. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un Mac avec un SSD, ce qui est quand même majoritairement le cas sur les machines qui sont sorties depuis 2018-2019, faites les mises à jour, il n'y a pas de souci, le disque dur va suivre. C'est des disques durs qui sont très rapides et vous pouvez sans problème les faire, ces mises à jour. N'hésitez pas à le faire, bien au contraire. Nous vous incitons à le faire. La quotidienne iWeek revient demain.